merci infiniment. Alors, c'est un vrai plaisir pour moi, un vrai paysan bernois. Hein. Je viens de la ville de Berne, qui est un vrai village à côté de la comparaison avec Genève. En plus, c'est un peu la double peine, puisque je suis valaisan d'origine, venant habitant Berne largement. Donc, vous voyez qu'il en faut pas mal pour arriver professionnellement là où je suis arrivé et pour arriver dans votre ville, magnifique ville de Genève. Alors, je vais essayer d'être court. Le problème, c'est que lorsque mon épouse est avec moi, elle me fait toutes sortes de signes, elle arrive à me contrôler. Ce soir, elle n'est pas là. Donc, j'ai ma... Oui, merci Romain. Merci Romain. Alors, en fonction de l'audience, en fonction des personnes qui sont en face de moi, je partage ou je ne partage pas la citation que je vais faire. Mais je crois qu'il y a pas mal de journalistes, d'ex-journalistes et de personnes qui s'intéressent au journalisme devant moi. Alors, je vous lis un texte. Et puis ensuite, je ne vais pas perdre trop de temps, mais je vous demanderai si vous avez une idée de qui aurait pu le prononcer. Alors, quelle folie, je cite, quelle folie que de porter un toast à la presse indépendante. Chacun ici présent ce soir sait que la presse indépendante n'existe pas. Vous le savez, je le sais, il n'y a personne parmi vous qui oserait publier ses vraies opinions, et s'il le faisait, vous savez d'avance qu'elles ne seraient jamais imprimées. Je suis payé $250, ça me situe un peu dans le temps, par semaine, pour garder mes vraies opinions en dehors du journal pour lequel je travaille. D'autres parmi nous reçoivent la même somme pour un travail semblable. Si j'autorisais la publication d'une opinion sincère dans un numéro quelconque de mon journal, je perdrais mon emploi en moins de 24 heures, comme Othello. L'homme suffisamment fou, ou la femme, pour publier une opinion sincère, se retrouverait aussitôt sur une route à la recherche d'un nouvel emploi. La fonction d'un journaliste est de détruire la vérité, de mentir radicalement, de pervertir, d'avilir, de ramper devant Mammon et de se vendre lui-même, de vendre son pays et les siens pour son pain quotidien, mais c'est la même chose pour son salaire. Cela, vous le savez, et moi aussi, quelle folie alors que de porter un toast à la presse indépendante. Nous sommes les ustensiles et les valets d'hommes riches qui commandent derrière les coulisses. Nous sommes leurs marionnettes, ils tirent les ficelles et nous dansons. Notre temps, nos talents, nos possibilités et nos vies sont la propriété de ces hommes. Nous sommes des prostituées intellectuelles. N'est-ce pas étonnant? Et surtout, d'autant plus étonnant, lorsque l'on sait que ces propos viennent de la bouche d'un ancien rédacteur en chef du New York Times, John Swinton, qui a fait cet exposé provocateur lors de son farewell party, évidemment. C'est ce qu'il a dit à son équipe au New York Times lorsqu'il leur a dit au revoir, il débutait sa retraite. Alors évidemment, c'était pas hier, c'était en 1880. Alors forcément, les choses ont fondamentalement changé, et je suis sûr que Romain Jean jamais ne prononcerait ces mots, n'a pas prononcé ces mots lors de son départ de l'auguste institution qu'il a employée pendant de longues années. Voilà, mais on est dans un monde où, vous êtes d'accord avec moi, on utilise des termes de malhonnêteté, de complotisme, de combien de monde ne m'ont pas demandé si j'avais mon bureau à la ferme de Saint-Pétersbourg, combien de roubles je recevais, tout simplement parce que depuis 3 ans, alors que je voulais me consacrer à la permaculture, au début de ma retraite, j'ai été rattrapé par le virus de la politique et j'ai transporté des choses que je n'aurais pas dû transporter, des sacs de 40 kilos, ce qui explique mon ennui au niveau de ma colonne vertébrale. Voilà, donc tous ces mots sont des mots qu'on se lance à la figure. On aimerait entendre, certains en tout cas aimeraient entendre que nous soyons des caisses de résonance de discipline de langage, précisément. Alors ça, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre parce que je l'ai jamais été. Romain Jean parlait de Felbert, mais il y a eu aussi Bourcater tout à la fin, etc. Et j'ai toujours eu la chance de travailler pour des chefs, pour des conseillères ou des conseillers fédéraux qui étaient des femmes ou des hommes d'État. Ça n'était pas, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, forcément. Ne forcez pas à faire des comparaisons avec le temps présent. Mais c'est vrai que de ce point de vue, les choses ont quand même pas mal changé. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas élaborer, on ne va pas refaire le match. Il ne vous a pas échappé que la guerre est de retour en Europe. Depuis 3 ans, on s'écharpe pour connaître les causes de cette guerre, qui est responsable.
depuis 3 ans, on nous force à accepter des récits qui sont écrits ailleurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, et on essaye de nous convaincre de ne pas trop réfléchir par nous-mêmes. Alors bon, là aussi c'est pas mon genre, et moi j'aime bien réfléchir par moi-même. Et lorsqu'on me dit que l'histoire a commencé en février 2022 ou le 7 octobre 2023, une petite voix me dit c'est pas vrai. Forcément c'est pas vrai, parce qu'il y a toute une histoire avant. Et alors quand j'essaie d'expliquer, on me dit ah oui, mais vous contextualisez. Eh ben oui, je contextualise. Et c'est un crime aujourd'hui. On n'a pas le droit de remettre les événements qui se passent devant nous dans leur contexte. Parce que si on le fait, forcément on sera poutiniste, on sera pour ou contre X ou Y. Mais il faut bien le faire, parce que sinon on n'avance pas. On n'arrivera pas à nous mettre en situation d'éviter les erreurs du passé. Alors c'est un petit peu ce que j'essaie modestement de faire. La semaine commence à Genève. Samedi, je suis invité par le Parti communiste de Suisse à Bâle pour fêter le 1er mai et leur parler de neutralité. C'est ce qu'ils souhaitent. Parce qu'il se trouve aujourd'hui que les communistes, avec l'UDC, se retrouvent dans l'initiative sur la neutralité. Les communistes sont très actifs pour défendre cette initiative sur la neutralité, et comme ils savent que je suis un partisan de la neutralité, alors on m'invite à Bâle. C'est fort intéressant parce que j'ai appris par la même occasion qu'il existe toujours un parti communiste en Suisse. Et probablement, je ne sais pas s'ils se réunissent dans une cabine téléphonique, mais en fait il existe. Voilà. Alors on va m'inviter et je me réjouis d'aller à leur rencontre. Ça va terminer la semaine. Oui, alors on s'étripe, comme je disais, on s'est étripé sur les causes de la guerre. Est-ce que c'est Poutine seul? Est-ce que c'est l'OTAN? Il y a très peu qui disaient que c'était l'OTAN, mais enfin moi je fais partie de ceux-là, qui interrogeaient l'OTAN en tout cas. Beaucoup ont oublié ce que disait déjà le Machiavel dans Le Prince, que n'est pas responsable de la guerre seulement celui qui la déclare, mais ceux qui ont contribué à créer une ambiance de guerre, et peut-être même qui l'ont provoqué, en guillemets, quelque part. Alors il y a aussi on a attribué, c'est l'empereur Napoléon III qui a faussement attribué cette phrase. Il a fait ses études primaires en Turgovie, je crois, Napoléon III, ce qui explique peut-être cela. Il parlait suisse-allemand, hein, c'est le seul chef d'État français qui parlait suisse-allemand en passant. Et il a attribué ça à Montesquieu. Alors, c'est pas Montesquieu qui a prononcé cette phrase, mais enfin, c'est une phrase sur laquelle on devrait peut-être un peu plus méditer qu'on le fait aujourd'hui. Alors, je n'aime pas les citations, mais souvent les citations, ça permet à des hommes ordinaires comme moi d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup moins confus que ces grands hommes qui ont trouvé une formule éblouissante. En quelques mots, ils ont décrit une situation. Alors, je vous soumets aussi une citation fort intéressante, et vous verrez, lorsqu'à la fin je dirai qui l'a écrite, cette citation, qui l'a écrit ce texte, et en quelle année. Je crois que la vision de la Russie qui prévaut aujourd'hui dans une grande partie de nos établissements gouvernementaux et journalistiques est si extrême, si subjective, si éloignée de ce que tout examen sobre de la réalité extérieure révélerait, qu'elle est non seulement inefficace, mais dangereuse comme guide de l'action politique. Cette série sans fin de déformations et de simplifications excessives, cette déshumanisation systématique des dirigeants d'un autre grand pays, cette exagération routinière des capacités militaires de Moscou et de la prétendue injustice des intentions russes, cette déformation monotone de la nature et des attitudes d'un autre grand peuple, et encore un peuple qui souffre depuis longtemps, durement éprouvé par les vicissitudes du siècle dernier, cette ignorance de sa fierté, de ses espoirs, ou même de ses illusions, car ils ont leurs illusions, tout comme nous avons les nôtres, et les illusions, elles aussi, méritent le respect. Cette application irréfléchie de 2 poids, 2 mesures pour juger le comportement des Russes et le nôtre, cette incapacité enfin de reconnaître le caractère commun de nombre de leurs problèmes et des nôtres, alors que nous avançons inexorablement vers l'ère technologique moderne. Ce sont les signes d'un primitivisme intellectuel et d'une naïveté impardonnable dans un grand gouvernement. J'utilise le mot naïveté car il y a la naïveté du cynisme et du soupçon, comme il y a la naïveté de l'innocence. Ce texte, je l'ai un petit peu transformé. À la place de russe, il y avait soviétique, les soviétiques. Ce texte a été écrit par George Kennan. George Kennan, c'était, il faut s'en souvenir,
c'était le créateur du containment après la guerre contre l'Empire soviétique. Mais c'est aussi l'homme qui, plus tard, a compris que la politique occidentale américaine, notamment, nous conduirait dans le mur si on continuait à s'opposer systématiquement à la Russie. Et George Kennan a écrit ce texte avec, comme je disais, l'adjectif soviétique et les soviétiques à la place des Russes, en 1982, dans un livre qui s'appelait The Nuclear Delusion, Soviet-American Relations in the Atomic Age. Donc, cette histoire, cette réflexion, elle est vieille, elle ne date pas d'aujourd'hui. Cette distinction entre les Occidentaux qui pensaient d'un côté et les autres qui pensaient exactement l'inverse existait bien avant la guerre en Ukraine. Et je ne vais pas insister, comme je disais, on ne va pas refaire le match. Je pense que les résultats sont connus, on connaît qui est pour quel camp, qui est contre, etc. Mais je pense qu'il est c'est pas de mon devoir, mais enfin, il est dans mon intérêt en tout cas, de partager avec vous ces questions que je me suis posées, que je continue à me poser. Alors évidemment que des déclarations comme, encore deux petites courtes citations, m'intéressent lorsqu'elles viennent de Robert Kagan, qui est de Foreign Affairs, qui est un néoconservateur américain, qui est connu pour avoir une ligne politique qui était très proche de celle de Biden et de Bush auparavant. Alors, il a dit une fois, le fait d'insister que l'invasion de l'Ukraine était entièrement non provoquée est trompeur. Pas mal, hein, quand on s'applique. Et qu'on a un néoconservateur américain qui a soutenu la guerre en Irak, qui a soutenu aussi la politique de l'OTAN et des États-Unis à l'égard de la Russie. Et un autre, Jens Stoltenberg, qui est l'ancien secrétaire général de l'OTAN, a dit « Poutine est entré en guerre pour empêcher l'OTAN, davantage d'OTAN, près de ses frontières ». C'est aussi pas mal, c'est peut-être le début de la raison. Il y a quand même pas mal de gens qui sont plus aux affaires, qui sont souvent à la retraite. C'est ce qu'on peut me reprocher aussi. Pourquoi on m'a dit, pourquoi je ne parlais pas comme ça avant. Mais bon, j'ai pris ma retraite en 2017, c'était l'année d'élection de Trump, hein, je crois, le premier mandat de Trump. Je ne pouvais pas après dire ce que je dis maintenant, depuis février 2022 et le début de la guerre en Ukraine. Alors voilà, le temps avance. Évidemment que cette situation de guerre nous interpelle. Elle nous interpelle, pourquoi? Et c'est un petit peu le titre provocateur que j'ai suggéré spontanément à Mme Bilan, parce que finalement, évidemment, on constate que la diplomatie, on n'en a plus parlé. La diplomatie, ça ne peut pas être pour un président américain d'envoyer son vice-président à Islamabad et puis à la fin de la première après-midi de lui ordonner de rentrer. C'est pas ça la diplomatie. Maintenant, il est reparti. Il semblerait qu'il y ait de nouveau en route pour Islamabad, les Iraniens peut-être vont y aller. Mais on n'a aucune chance de réussir lorsque d'abord on utilise le mégaphone, lorsque ça se fait devant les caméras, etc. La diplomatie, c'est quelque chose qui est extrêmement. Il faut pas aimer les projecteurs. Il faut travailler beaucoup, mais pas devant les projecteurs. Et puis il faut être prêt à passer des nuits blanches. Il faut se retrouver, il faut proposer des choses. Alors de toute façon, on n'en est pas là. La diplomatie, en tout cas pour l'instant, a disparu. Là, je pense qu'on peut se mettre d'accord. Alors, Troisième Guerre mondiale, il y a des gens intéressants, intelligents surtout, comme Jeffrey Sachs, comme John Mersmeyer, comme d'autres aussi, qui parlent d'une Troisième Guerre mondiale qui est différente des deux autres. Mais vous connaissez les drones, vous connaissez les attaques de drones. On a l'impression que maintenant ça a remplacé les Panzers, les chars, etc. Il y a la guerre des cyber, il y a la guerre hybride. Il n'y a pas. Et il y a les guerres impulsives de M. Trump. On bombarde pendant quelques jours, parce que lui, évidemment, il ne peut pas faire une guerre qui dure plusieurs semaines. C'est un petit peu la raison du piège dans lequel il a l'impression d'être tombé avec l'Iran. Il a compris qu'avec le Venezuela, c'est facile, on sort le couple Maduro. Le Groenland, bon, il s'est arrêté d'en parler. Et puis Cuba, maintenant c'est Cuba. Mais maintenant, il a commencé la guerre des 12 jours contre l'Iran. Ça, il a pu arrêter quand il voulait, forcément, parce qu'il a commencé le bombardement, il a fait qu'arrêter. Maintenant, il a commencé une vraie guerre. Et les Iraniens, moi je les connais pour les avoir fréquentés, je vous assure que c'est des gens qui sont d'une grande finesse. Alors, évidemment, je ne suis pas pour les mollahs, mais il se trouve que les mollahs sont perses, sont iraniens aussi. Certains sont azériques d'ailleurs, parce que Khamenei, la famille Khamenei est azérique. Mais alors quand vous promenez, je ne sais pas si vous êtes allé en Iran,
quand vous êtes en Iran, vous sentez le poids de ces 10 000, de ces dizaines de milliers d'années d'histoire. Les Iraniens, les Perses, c'est quand même ceux qui ont inventé l'État moderne, alors que probablement nos grands-parents marchaient encore à quatre pattes dans la forêt. Hein, c'est eux qui ont inventé le fromage, mais il y a 10 000, 15, 20 000 ans. Donc, même des ayatollahs ne réussissent pas à effacer tout ça. Et ils pensent avec toujours cette finesse que visiblement M. Trump ne partage pas. Je crois que là, on est tout à fait certain que la finesse et M. Trump, ce sont deux choses complètement séparées. Alors évidemment, j'aimerais vous parler aussi, alors, au niveau du monde, on se rend bien compte que tout a été détruit, il faut tout reconstruire, tout le multilatéralisme, la vie ensemble qui a été construite petit à petit, pas à pas, depuis 1945, les Nations Unies, on sait, Genève, alors Dieu sait si Genève sait que les organisations multilatérales, elles peuvent naître et mourir. La SDN est née dans cette ville, elle est morte. Et il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, on avait cru, plus jamais ça, on a cru que l'ONU allait être la manière définitive de résoudre ce type de problème. Et bien, on voit ce qu'il en est. Il n'y a plus l'ONU, j'espère qu'elle va revivre, mais pour l'instant, M. Guterres fait plutôt pitié. Il n'y a personne qui l'entend, il écoute, il essaie quand même de survivre. Les budgets sont coupés. Moi, je connais des gens qui travaillent aux Nations Unies, ils se demandent de quoi demain sera fait, parce que visiblement, il n'y a plus d'avenir. Et puis, on a créé un concile de la paix, qui est soi-disant, qui va remplacer le conseil des droits, le Conseil de sécurité. C'est une aberration totale. On vit. Alors, il ne vaut même pas la peine d'utiliser les quelques minutes que j'ai pour vous parler de Trump, de tout ce qu'il a détruit. Ça, je crois que c'est une certitude. Maintenant, la Suisse. La Suisse dans tout ça. Alors, moi, j'ai envie de demander où est-elle? Où est la Suisse? En arrivant, on m'a parlé de l'actuel ministre des Affaires étrangères suisse. Ma première réaction était de demander s'il y avait des signes de vie, si quelqu'un l'avait vu, vraiment, quand. C'est inouï. On vit la crise la plus grave que l'histoire de la planète, sans doute, mais l'histoire de la Suisse en particulier traverse, et on n'entend pas de discours, on n'entend personne qui nous donne le cap. Je me souviens que lorsqu'il y a eu les guerres en Irak, il y a eu un discours devant les deux chambres du Parlement réunies, du président ou de la présidente de la Confédération, ou du ministre, à minima du ministre des Affaires étrangères, qui dit, ben voilà, la guerre a commencé, nous sommes un pays qui avons un plan en cas de catastrophe, ce plan s'appelle la neutralité, alors on va le mettre en vigueur, tout simplement. Hein, c'est un petit peu comme dans un immeuble, à la tour, la télévision, lorsqu'un incendie se déclare, il y a un plan. Les gens savent où il faut aller, comment réagir. Enfin, ça devrait être le cas, en tout cas. Nous, on avait ça en Suisse. Eh bien, la guerre éclate. Le vendredi, le Conseil fédéral réagit bien en disant on va étudier la possibilité de prendre des mesures pour empêcher le contournement, comme on a toujours fait. Et le mardi, ils ont tout avalé, ils ont repris les sanctions. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont repris 29 ou 30 paquets de sanctions de l'Union européenne. Pas de manière autonome, mais simplement telles qu'elles arrivaient par la poste, on les reprend. Alors évidemment, ça a créé une insécurité dans la population suisse, parce que finalement les Suisses ne sont pas plus isolés, les Suisses sont peut-être plus intelligents démocratiquement que d'autres, et ils se disent, si le gouvernement a pris ces décisions, il doit avoir des raisons. J'espère qu'il y a des raisons. En tout cas, il ne nous a pas communiqué ces raisons. Et franchement, s'il y a eu des pressions considérable exercée sur Berne, et ça j'en doute pas, il y a eu certainement de la part de Bruxelles, alors il faudrait peut-être le dire. Pas entrer dans les détails, mais il faut peut-être le dire, parce que finalement, je pense qu'on peut comprendre que jusqu'à un certain point, on est obligé, d'ailleurs c'est toujours ce qu'on a fait, c'est ce qu'on nous reproche, on nous dit oui, mais enfin c'est hypocrite, la neutralité. Oui, mais la neutralité, on vit dans une société d'hommes et de femmes, et puis finalement, il y a des pressions, il y a des rapports de force, et c'est évident qu'on ne peut pas faire comme si nous étions seuls au monde. Mais en revanche, je peux vous assurer que tous les pays à l'égard desquels nous avons pris des sanctions, lorsqu'on leur explique pourquoi on reprend les sanctions, quelles sanctions et comment jusqu'à un certain point, ils remarquent tous, que ce soit l'Iran à l'époque, la Russie à chaque fois, ils remarquent tous qu'on fait l'effort au moins de tracer notre voie, de ne pas reprendre telle quelle. De tracer notre voie, de dire voilà, la Suisse, nous faisons partie du camp occidental, il n'y a personne en doute, mais nous sommes un pays neutre.
C'est ce qui nous distingue, c'est notre marque de fabrique. Partout où j'étais dans le monde, sur 4 continents, j'allais dire 13 continents, 4 continents, 13 pays, partout la Suisse, que ce soit l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et tout, la Suisse c'est le pays neutre par excellence. Alors franchement, et j'en viens maintenant à ce qui se passe dans notre pays, parce que finalement, on se rend bien compte, et je ne sais pas, de plus en plus de Suisses s'en rendent compte à mon avis, c'est que nous avons à l'intérieur de notre pays toute une série de gens qui sont autoproclamés élites, souvent, élites politiques, élites journalistiques, élites académiques, intellectuelles, etc., qui se sont réunis et qui, comme je le dis, avancent masqués. Ils ont un plan. Ils n'en parlent pas, certains oui, mais d'autres beaucoup moins. Alors ils ont un plan par rapport à 2 organisations qui semblent fasciner nos militaires d'abord, pas tous, hein, parce que ceux qui ne sont pas fascinés par l'OTAN, parce qu'il s'agit de l'OTAN, ont été écartés du pouvoir. Je connais énormément de généraux, de colonels, qui n'ont plus rien à dire, ils ont été simplement écartés, et ceux qui ont fait carrière aujourd'hui sont les boys de Delamer d'autrefois, de M. Pfister maintenant, et ce sont tous des généraux otaniens, c'est des généraux qui ne rêvent qu'une chose, c'est d'aller partager un repas à Bruxelles, assis à côté d'un général américain qui a fait l'Irak, qui a fait l'Afghanistan, etc. Ils reviennent avec des étoiles dans les yeux. Et puis ce sont tous les civils du département militaire, du département de la Défense, veulent aussi, et je connais leur nom, ils veulent nous emmener dans l'OTAN. Alors ils n'osent pas le dire comme ça. Le chef de l'armée, l'ancien chef de l'armée, M. Sussli, a dit une chose extraordinaire. Il a cru calmer les craintes, il a dit nous n'adhérerons pas à l'OTAN aussi longtemps que nous sommes neutres. C'est incroyable ça. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire tout simplement que si on arrive à miner à l'intérieur la neutralité, lorsque la neutralité sera quelque chose qui n'est plus vraiment actif, qui n'existe plus vraiment dans la pratique, alors là on pourra adhérer à l'OTAN. Déjà aujourd'hui, il faut savoir que l'armée suisse est beaucoup plus otanienne que celle de beaucoup de membres de l'OTAN. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors pourquoi? Comment ces choses-là ont pu se passer? Lorsque je dis ils avancent masqués, c'est parce que en 1996, M. Coty, pour lequel je travaillais, a vendu, entre guillemets, au Parlement le partenariat pour la paix avec l'OTAN. Rappelez-vous, l'URSS a disparu, finalement, on s'aimait tous, hein, ce continent, et moi aussi, c'était une grande naïveté, on pensait vraiment quand les fils de Dostoïevski avaient retrouvé les filles et les fils de Hemingway, et puis que finalement, de Vladivostok à Vancouver, on recréerait cet hémisphère nord, et à minima, qu'on allait cesser de nous faire la guerre. Bon, on s'est trompé, on le sait, donc il faut maintenant reprendre l'ouvrage dès le début. Mais ce partenariat pour la paix, on y a adhéré. C'est une sorte de club med. On peut, alors c'est drôle ce que je dis, parce que finalement, c'est un petit peu ce que M. Egli, un ministre, un député, un conseiller national de cette ville, hein, Jacques-Simon Egli, ex-journaliste, je crois aussi, a dit au Parlement, mais on va accepter ça, c'est le club med. On accepte, on choisit ce qu'on veut, tous les programmes avec des DJ, etc. On fait ci, on fait ça. C'est un peu ça. Mais maintenant, il y a des programmes, il y a à peu près 30, 40 programmes. On a adhéré à presque tout. Alors maintenant, on se rend compte que lorsque l'OTAN a cessé d'être une organisation de paix, c'était le partenariat pour la paix, lorsque l'OTAN s'est mis à bombarder la Serbie, Belgrade, etc., les années 90, 96, on est resté dans ce partenariat. Mais ce partenariat n'était plus le partenariat avec une organisation de paix qui avait été créée, vous vous rappelez, après la guerre, pour protéger l'Europe occidentale de l'URSS, mais c'est un partenariat avec une organisation qui a bombardé Belgrade, qui a bombardé et de manière illégale. Ce n'est pas les Nations Unies qui l'ont autorisé, l'OTAN, à bombarder les Serbes. Mais on l'a fait avec toute bonne conscience, parce qu'on se disait, finalement, les Serbes, c'est des affreux bons hommes, ils vont faire un génocide avec le Kosovo. Or, on a su par après qu'il n'y avait pas de programme de génocide par rapport au Kosovo, etc. Bon. Alors, l'OTAN était une organisation militaire, tout d'un coup, mais on est resté dedans. On aurait dû en sortir à ce moment-là, et on est resté dedans. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi un conseil de partenariat entre l'OTAN et la Russie. C'était l'époque où la Russie avait demandé son adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN.
Elle n'a jamais reçu de réponse. Jamais. L'Occident n'a pas donné de réponse. Pourquoi? Parce que clairement, la politique américaine, et je ne parle même pas des Européens, qui étaient devenus invisibles, complètement invisibles, les leaders européens, depuis la chute de l'URSS en 1990, ont disparu des écrans. Ils ont fait la fête. Il y avait d'autres problèmes. Ils s'occupaient de l'Union européenne. Et des problèmes qui étaient créés à l'intérieur de cette organisation, mais politiquement, au niveau planétaire, ils jouaient plus de rôle. Par contre, les Américains, eux, avaient gardé dans la tête l'ambition de Brzezinski, de 1996, le grand échiquier, de détruire la Russie, de faire imploser la Russie en 10, 12 ou 13 États. C'était ça qui était resté dans la tête des États-Unis avec leurs bras militaires de l'OTAN en Europe. Et pendant ce temps-là, nous, Européens, on dansait. Les ponts du Titanic. Mais on ne s'est pas rendu compte que les Américains, en même temps qu'ils voulaient détruire la Russie, ils voulaient neutraliser l'Europe. Ils voulaient neutraliser l'Europe. Et le but ultime de cette neutralisation de l'Europe, évidemment, ça a été l'explosion des deux Nord Stream, des gaz qui amenaient le gaz russe à l'Allemagne, parce que ce gaz allait créer un géant politico-économique entre l'Europe et les matières premières russes et l'énergie russe. Et ça, les Américains, M. Brzezinski l'a écrit, on trouve son livre, il est en vente, et on trouve l'avertissement qu'il a donné aux responsables américains. Si vous voulez que les États-Unis gardent leur hégémonie, il faut maintenir l'Europe. Les Américains ont dit on crée l'OTAN pour maintenir les Soviétiques en dehors de l'Europe, pour garder les États-Unis en Europe. Il y a toujours 80 000, 100 000 soldats américains qui sont là, malgré Trump, hein. Et puis pour maintenir l'Allemagne à genoux. Alors je serais tenté de dire qu'ils ont réussi sur tous les points. Les Américains sont là, les Russes sont dehors, et les Allemands sont à genoux. Et ils sont plus à genoux maintenant qu'ils l'étaient il y a encore 10, 15 ou 20 ans. Économiquement, l'Allemagne va très mal. Voilà. Alors la Suisse, on avance masqué pour l'OTAN. On nous dit, alors moi je ne suis pas contre ou pour l'OTAN. Je suis contre l'OTAN, vous avez sorti. Mais je ne suis pas contre que la Suisse adhère à l'OTAN. Si la majorité des Suisses le veulent, mais il faut un débat national. On ne peut pas faire ça sous la table. On ne peut pas le faire sans en parler. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Alors, je ne suis pas pour ou contre l'Europe, mais je constate simplement que la Suisse s'intéresse à ces deux organisations militaires et économiques, l'Union européenne, qui sont des organisations d'un Occident qui arrive, qu'on le veuille ou non, en bout de course. L'Occident est fatigué. L'Occident arrive en bout de course. Et on s'intéresse à ces organisations, on songe même à y adhérer au moment où elles représentent franchement plus grand-chose. Franchement plus grand-chose. L'OTAN, qui craint encore l'OTAN, je veux dire. On sait très bien maintenant que l'Amérique, et l'Amérique n'a pas changé sa position lorsque Trump aura disparu, à mon avis. C'est une ligne que les États-Unis maintenant vont suivre, cette ligne de basculement dans l'Asie, de désintérêt pour l'Europe. Ils ont compris à travers ces années de Trump, si les Américains ont compris quelque chose, c'est que les Européens ne valent rien, politiquement rien. Ils ont disparu, ils acceptent tout. Rappelez-vous cette image dans le bureau ovale où il y a Trump qui est un peu surélevé, et toute cette équipe de petits leaders qui sont serrés les uns à côté des autres. C'est terrible, c'est lamentable. Alors, les États-Unis ne vont pas changer de politique. Donc, qu'on veuille ou non, l'article 5, à mon avis, il faut l'oublier. Il faut l'oublier, Trump l'a dit, il ne va pas venir au secours de l'Europe avec son parapluie nucléaire. D'ailleurs, avant Trump, on avait des doutes sérieux. Le général de Gaulle, lorsqu'il était le président de la France, avait dit les États-Unis ne vont jamais engager leurs missiles intercontinentaux pour défendre un point du territoire européen, si l'Union soviétique, déjà à l'époque. Alors maintenant, vous comptez bien, alors là, il faut oublier. Donc, la Suisse, on a une neutralité armée, on est respecté, l'ambassadeur des États-Unis avait parlé du trou du donut. Vous vous rappelez, on est peut-être le trou du donut, mais on est entouré de pays de l'OTAN. Donc on n'a absolument aucun intérêt, on perdrait beaucoup plus à devenir membre de l'OTAN et on ne ferait rien pour notre sécurité. Alors la même chose pour l'Union, alors je termine gentiment, pour l'Union européenne. L'Union européenne, oui, alors laissons, j'allais dire, elle va pas forcément mourir maintenant de sa belle mort, enfin je veux dire, mais l'Union européenne aussi, ça émet des ratés, on a l'impression comme un
un avion qui aurait plus qu'un moteur ou un moteur qui fonctionne encore. Laissons les choses, faisons nos affaires, signons des accords économiques, mais je crains, et j'ai lu les 2000 pages, je crains, ou même plus, je crains que cet accord qu'on nous vend comme un accord de bilatéral 3, c'est-à-dire dans la tête des Suisses, ça veut dire quelque chose de statique, on signe et puis on profite. Non, c'est un accord institutionnel. Et dans tous les domaines auxquels nous aurons adhéré, le droit va se développer sans nous. Et nous, on devra accepter, on devra courir derrière, avec la possibilité, bien sûr, de faire un référendum, etc. Mais je vous assure qu'à Bruxelles, on sort complètement du système démocratie directe de la Suisse, du référendum et tout. Et le référendum, si, admettons qu'on vote majoritairement contre une décision de Bruxelles, alors Bruxelles ferait tomber la guillotine, le couperait, et puis on nous punirait, mais de manière extrêmement sévère. Alors je termine en donnant des pistes, juste des pistes, un peu comme des bouteilles à la mer ou des ballons de couleur pour votre réflexion, sur les raisons, pourquoi on en est là, pourquoi le monde est tel qu'il est aujourd'hui, pourquoi la Suisse est dans cet état aussi j'allais dire, de délabrement. Alors j'ai réfléchi beaucoup au rôle des élites, et je suis tombé sur... j'ai un collègue et ami qui va publier un livre dans cette ville, chez le même éditeur que moi, qui va être publié au début mai. Le titre, c'est Basculement de l'ordre mondial et neutralité suisse. C'est un livre qui a potentiellement, qui va nourrir le débat, qui apporte énormément d'enseignements. Il ne vaut pas seulement parce que j'en ai écrit la préface, mais c'est un magnifique livre. Et lui, alors mon collègue, a étudié beaucoup le processus d'abêtissement des élites qui est étudié dans les facultés universitaires aux États-Unis et partout en Europe. Il y a certains chercheurs qui sont arrivés à la conclusion que oui, finalement, il y a un processus sévère d'abêtissement des élites, qui ne sont plus qu'intéressés par la com, par leur réélection, et plus que par l'image qu'ils projettent dans les écrans, et voilà. Et ça, c'est quelque chose de grave. Ça explique peut-être aussi, en partie, pourquoi, qui s'intéresse à la politique. Prenons l'exemple du grand voisin, Gabriel Attal. Voilà, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui impressionne beaucoup par la profondeur de sa réflexion. Alors, de plus en plus, les politiciens, c'est Macron aussi. Je veux dire, Macron, moi, j'ai beaucoup cru au début, avant de comprendre que c'était le roi du discours, du beau discours. Mais il n'y a pas voilà. Et puis, il n'était pas forcément intéressé par changer les choses. Donc, l'abêtissement des élites. Ce sont des élites. Pourquoi aux États-Unis? Les États-Unis ont produit des Kennedys, ont produit des Reagan. J'ai rencontré dans cette ville Reagan lorsqu'il a fait le sommet Reagan-Gorbatchev. On s'est gossé à propos de Reagan. Je vous assure que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup impressionnés à l'époque. C'est quelqu'un qui a été capable, en négociant diplomatie nouveau avec Gorbatchev, de sortir le monde de cette crainte nucléaire que nous avions tous à l'époque. C'est quand même des grands leaders. Alors aujourd'hui, les leaders européens, vous en connaissez beaucoup, aux États-Unis, enfin, etc. Donc il y aurait cet abêtissement de la classe politique. Et puis, je termine là-dessus. Les élites. Alors les élites sont nécessaires dans toutes les sociétés. Mais seulement, pourquoi les élites aujourd'hui font un peu faillite quand même? Alors je suis tombé sur un livre il y a quelque temps déjà, de Christopher Lasch. Alors lui, il a écrit, son livre est en français, La révolte des élites et la trahison de la démocratie. Alors très rapidement, lui, il a étudié dans sa faculté, il est mort depuis longtemps, il a publié son livre en 1996. Il a étudié un fait qui l'avait interpellé. Contrairement à ce qu'on pense, que c'est les peuples qui font les révolutions, c'est les peuples qui font sauter l'autocuiseur et les élites giques, et on les remplace. Non, aujourd'hui en tout cas, c'est les élites qui provoquent les révolutions, c'est les élites qui en ont ras-le-bol de leur peuple. Et c'est les élites qui veulent faire avancer les choses contre la volonté populaire. Et ce livre est très intéressant, je trouve qu'il fournit énormément d'idées pour la réflexion. Et tout à fait dernièrement, je suis tombé sur une thèse aussi de Peter Turchin, Le chaos qui vient, c'est le titre de son livre, Le chaos qui vient, élite contre élite et la voie de la désintégration politique. Alors lui, il a créé une nouvelle, je ne sais pas s'il l'a créé lui-même, mais enfin, c'est un des papes
de la cliodynamique. La cliodynamique, c'est une étude un petit peu météorologique pour les grands phénomènes météorologiques qui sont annoncés des années à l'avance, qu'on peut prévoir. Ils ne vont pas prévoir si la pluie va tomber à plein palais, non, mais ils vont prévoir les grands équilibres météorologiques. Alors lui, il a créé une manière d'analyser les événements dans les sociétés, et il peut annoncer les révolutions, il peut annoncer quand il y aura de graves crises. Alors, il base, très brièvement, il base sa réflexion sur la montée démographique, la paupérisation des peuples et la fracturation, la surproduction d'élite. C'est-à-dire une société qui produit trop d'élites. Une société qui produit des élites qui n'ont pas d'emploi, qui ne trouveront pas des postes de politiciens, de journalistes, de gens importants. Voilà. Alors cette surproduction d'élites va se trouver un nouveau chemin, une nouvelle voie. C'est comme ça qu'il explique, par exemple, que LFI en France, à Saint-Denis, par exemple, a été porté, enfin, le maire a été élu par des gens très éclairés, une majorité très hétéroclite. Alors, il y aurait ces élites très parisiennes qui habitent à Saint-Denis, c'est moins cher, j'imagine, et qui ne connaissent pas du tout tous ceux qui ont voté aussi pour Mélenchon ou pour LFI, mais ce serait cette surproduction d'élite, cette fracturation d'élite, cette élite qui se retournerait contre l'élite. Et ça, je trouvais vraiment intéressant. Le bouquin, je peux vous recommander la lecture, il est vraiment passionnant. Voilà, alors je termine. Le basculement de l'ordre mondial, c'est une certitude issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'est irréversible, qu'on le veuille ou non. Et en Occident, il y a certains qui veulent encore croire qu'on peut sauver. On ne peut pas sauver. Pour préparer l'avenir, il faut comprendre de plus en plus le Sud global, ce qu'on appelle avec une certaine condescendance le Sud global. Mais c'est eux qui vont être aux commandes avant bientôt. Alors la vraie question qui se pose, où et comment la Suisse veut-elle se situer dans ce nouveau monde qui vient? Comme je disais, se coller à l'OTAN et à l'UE, qui font partie de l'ancien monde, ou essayer de redéfinir notre position dans le monde, de mettre non pas une neutralité, je dirais, qui a peur, une neutralité qui est retournée, qui est tournée vers le mot m'échappe, frileuse, exactement frileuse, une neutralité qui ne servirait que nos intérêts, une neutralité qui nous mettrait en porte-à-faux avec le reste du monde, qui nous accuserait avec raison d'être égoïstes. Non, une neutralité au service de la planète. Et puis ce que je peux vous assurer, c'est que dans le Sud global, il y a une attente de Suisse, il y a un besoin de Suisse. Il y a pour nous une vraie place à prendre. Merci beaucoup. C'est intéressant et passionnant. Je vais vous dire que je crois que vous êtes membre du Parti Socialiste. Vous Plus. Non, j'ai quitté. Depuis que le Parti Socialiste est devenu belliciste et m'a envoyé des armes suisses en Ukraine. D'accord, donc c'est une pensée quand même originale, mais c'est une pensée, en vous entendant, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, on l'entend quand même beaucoup dans les soirées et mais on l'entend peu dans le public. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et vous attribuez ça à la presse aussi, hein? Ben, écoutez, moi j'étais souvent au forum de la radio suisse romande, jusqu'à ce que j'ai eu une discussion en profondeur sur lorsque l'incident est arrivé avec Jacques Beau, vous vous rappelez Jacques Beau, et la radio n'avait pas parlé du tout. Alors j'ai un très bon contact avec les rédacteurs de forum, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit ah oui, j'ignorais tout ça, certainement. Et le lendemain, ils en parlent, mais d'une manière incroyable, mais je suis tombé par terre. Monsieur Maître Guntaz dit ah oui, madame, il y a un Suisse à qui il arrivait malheur à Bruxelles, elle dit oui, un Suisse qui est espion et qui a travaillé pour Poutine. C'est la seule chose qu'ils ont dit. Alors je leur ai quand même demandé des comptes, ils m'ont dit oui, vous comprenez, nous avons un a priori, un biais anti-Trump, anti-Poutine et anti-Netanyahou. Alors là je lui ai dit mais c'est pas le rôle qu'on veut du service public. Informez-nous et nous on va tirer nos conclusions. Voilà, alors ça explique, c'est un peu la réponse à votre question. Peut-être avant qu'on passe, parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions, moi j'aurais deux questions. La première, vous qui avez une longue carrière, et le monde aujourd'hui qui nous déboussole quand même un peu tous, hein, le président d'une puissance quand même qu'on croyait un peu raisonnable et alliée, en tout cas
dans notre camp, qui se déguise en Jésus-Christ, on va pas... Enfin, il est complètement barge, on est d'accord. Et il nous angoisse, en fait, dans cette folie. Parce qu'on est en train... J'ai lu l'autre jour qu'apparemment, il est psychopathe et pas fou, peu importe. En tout cas, il est particulier. On est dans une situation d'épouvante au Proche-Orient, d'épouvante. Ce matin, il y avait dans le temps un article qui parlait des rats, parce que maintenant, à Gaza, les rats sont partout. Et les enfants meurent par des maladies amenées par les rats. En Ukraine, peu importe, enfin, c'est une épouvante aussi. Est-ce que vous avez, vous, dans votre parcours, vécu une époque comme aujourd'hui? Non. Vous êtes aussi un petit peu comme déstabilisé, vous qui avez vécu? Bien entendu, j'ai jamais vécu une période. On a toujours essayé quand même de croire à la diplomatie, de croire à la volonté de construire quelque chose ensemble. Enfin, on n'aurait jamais pu imaginer qu'on tombe dans une sorte d'hystérie compulsive. Enfin, on a l'impression que les affaires du monde, comme il s'agit. Alors moi, je dis toujours, si Trump était le président du Zimbabwe, ce serait plus facile, ce serait moins grave. Je dis Zimbabwe, mais je pourrais dire Liechtenstein. Hein. Mais il est président des États-Unis. Et il est malade, comme vous avez dit. Il a des problèmes. Je pense des problèmes cognitifs, des problèmes que les psychiatres. On pourrait ajouter un chapitre Trump à ces malades qui le gouvernent. Et lui, ça risque d'être très grave. Il a tout détruit. C'est pas seulement qu'il se contente de jouer de manière un petit peu maladive sa partition. Non, il a détruit tout. Alors on verra ce qu'il en restera. Donc, jamais vécu ça. Jamais. Alors, dans ce contexte, votre idée, parce qu'il faut quand même un peu avoir des espoirs, votre idée, c'est que la Suisse, bon, d'abord, c'est le Sud global, c'est les BRICS, c'est la Chine, c'est l'Afrique. L'Afrique du Sud, d'ailleurs, qui joue un rôle assez majeur. L'Indonésie, le Brésil, etc. Et le rôle de la Suisse, ça serait non pas de se coller, ce qu'on est en train de faire, ou de tenter de faire, selon vous, à l'OTAN, et on va avoir des votations extrêmement importantes l'année prochaine, etc. Mais de rester neutre, mais non pas la neutralité du décès, si je peux me permettre, mais la neutralité telle qu'on l'a vécue autrefois avec des Felbert, justement, même avec Calmiret, neutralité active, etc. C'est votre voie. Absolument. Et il y a une demande dans le reste du monde. C'est les 3/5 du monde, les 3/5 de la planète veulent une Suisse comme ça. Et ils sont gentils encore avec nous. Ils nous disent, mais non, vous êtes toujours neutre, on vous connaît, etc. Mais pour combien de temps encore? Oui, il faut nous mettre au service. On va rester là où on est. La géographie, c'est important. On va rester en Europe, on ne va pas émigrer. On va rester là, mais on doit nous ouvrir au reste de la planète. On doit nous mettre au service. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise en mettant des noms. Mais enfin, on a eu ça. Comment se fait-il qu'au moment où on a des dirigeants européens faibles, un dirigeant américain un peu étrange, Poutine qui restera le cynisme froid de Poutine, on a aussi en Suisse quand même, en tout cas un ministre des Affaires étrangères qu'on entend peu effectivement, on a quand même de très grands ministres des Affaires étrangères, y compris Bourg-Calter, qui était discret, mais qui avait une vraie ligne. On est d'accord? Mais quand se fait-il? Ça tient à quoi? Eh bien, moi, je suis tout à fait franc. Je veux dire, j'ai jamais connu un ministre des Affaires étrangères suisse aussi faible qu'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une erreur casting ou c'est l'air du temps? C'est une erreur que notre système politique produit malheureusement un peu trop souvent. Où on élit quelqu'un qui doit. Ma compatriote Viola Merck, c'est la même chose. On correspond à une coup de souris qu'il faut, et puis dans toutes les planètes salines. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, mais on n'a pas toujours commis les mêmes erreurs. Parfois, il y a quand même des grandes dames et des grands hommes qui ont été élus. Je pense à quand même de la Murat, Chopin, Mme Calmiret, vous avez dit, il y a eu quand même. Des grands hommes d'État aussi. Des grands hommes d'État aussi, absolument. Qui étaient respectés dans le monde entier. Moi, j'ai voyagé à Bruxelles avec Blanquart, c'était un homme respecté. Bien sûr. Enfin, on ne veut pas faire les anciens combattants. Moi, je trouve ça. Non, mais c'est intéressant aussi. Il y a moins de jeunes parmi nous. Enfin, c'est intéressant de savoir si c'est conjoncturel, parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu partout, c'est pas uniquement suisse. Non, c'est l'investissement général. Vous voulez poser des questions? Oui, monsieur. Dans votre sens, le ministre des Affaires étrangères français, l'anglais, on ne sait même pas comment il s'appelle. En Espagne, il est allemand. En Allemagne, même chose. Pareil. Donc, il y a des hommes faibles qui n'ont pas de conviction et
L'anglais, c'était pas Mendelssohn. Non, mon Dieu, il y a longtemps. Non, mais celui qui a Epstein qui a dû démissionner là, lui, non? Oui, mais il n'était pas ministre. Il n'était pas ministre. Non, On Ok. a été ambassadeur. ambassadeur. Ouais. Donc, mais vous avez une explication, vous, pour ça? La même que vous, c'est qu'il n'y a pas d'homme fort. Oui, mais comment se fait-il que tout à coup, il y a une conjonction Parce que dans l'aliment des planètes où il y a... Parce que même la dernière, qu'on aime ou pas, Madame Merkel, bah, c'était quelqu'un quand même, non? Tout à fait. Et maintenant, on ne sait même pas son nom. Enfin, voilà. D'ailleurs, les Allemands le méprisent. Hein. Les Allemands le méprisent beaucoup. c'est la personne qui a un projet pour son Qui pays. ça tient quoi? Puisque Monsieur, c'est. peut-être à une explication. Votre Excellence, Excellence. merci beaucoup pour votre conférence qui est beaucoup Apprécié. appréciée. Pour juste revenir sur ce que disait monsieur, je pense qu'en Europe, quand même, il y a eu ce dernier week-end une réunion à Barcelone qui a réuni passablement de chefs d'État des États publics, c'est très important. Et je pense qu'ils vont dans un sens. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu la réunion des ministres des Affaires extérieures à Bruxelles qui réclament, en tout cas l'Irlande, la Slovénie et l'Espagne, réclament un distanciement de l'Union européenne avec Israël. Donc je pense qu'il y a quand même des États qui prennent une voie qui n'est pas la voie dominante aujourd'hui. Alors, vous parlez de Pedro Sanchez, on va passer la parole à d'autres. Pedro Sanchez, effectivement, c'est le BRICS, mais il est extrêmement contesté chez lui, et c'est pas sûr que l'année prochaine. Et en même temps, à Milan, il y avait l'extrême droite. Il y avait la l'extrême droite. Donc, c'est un peu une polarisation. On va essayer d'autres. Oui, madame. Oui, par rapport à votre question, Madame Jean, sur à quoi ça tient, et vous-même, Monsieur Martin, vous avez parlé d'un homme fort ou d'une femme forte, mais de manière très, très terre-à-terre, hein, et pour un contexte très suisse, parce que moi, je connais que la Suisse pour l'instant, c'est aussi un système qui va avec, dans le sens où, pour le DFAE, c'est l'administration fédérale, etc., des collaborateurs, des collaboratrices, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas des gens qui conseillent Monsieur Cassis, qui font des analyses, qui suivent des ordres, mais d'un côté qui mettent aussi des inputs. Voilà, est-ce que c'est pas un problème aussi au niveau du recrutement et à la fois de toujours recruter les mêmes profils et d'avoir le même type de formation, on a un abaissement justement peut-être de l'esprit critique et d'autres éléments assez importants pour ce type de métier. Est-ce que c'est pas, donc c'est une hypothèse parmi d'autres, mais est-ce que ce serait pas un point de départ sinon? Alors, pour le personnel politique. Alors non, là je ne veux pas défendre mes collègues qui travaillent encore actuellement, mais ce que je peux dire et ce que je sais, c'est que la qualité existe, mais elle a été complètement écartée des affaires. Le département fonctionne, produit des choses, mais ceux qui dirigent le département sous M. Cassis, ce sont des hommes à lui, des femmes à lui, qui ne sont pas diplomates et qui finalement ont... Qu'ils sont diplomates quand même. Même pas, non. L'homme fort du département, c'était l'ancien chef des renseignements de la Confédération, M. Zeiler. C'est lui qui dirige tout. Il est beaucoup plus fort que tous ses prédécesseurs avant lui. Enfin, c'est lui qui gère les transferts. Et quand vous gérez les transferts au DFAE, dans le ministère des Affaires étrangères, vous contrôlez tout. Parce que... Alors, pour revenir à ce que disait madame, vous dites qu'il est faible. Et s'il avait une ligne qui n'est pas la vôtre? Parce qu'on peut quand même lui laisser qu'il a une ligne. Il a une ligne qui est très pro-italienne, même s'il s'en défend, pro-israélienne, même s'il s'en défend. Il a une ligne. Donc, peut-être qu'il correspond à une élite qui est tournée vers ses... Et c'est pas dit qu'il soit si faible que vous le disiez. Exact. Moi, je dis qu'il est faible, un petit peu par gentillesse pour lui. Parce que finalement, s'il a cette ligne que je n'exclus pas, je sais qu'on dit d'ailleurs au département, les gens du département disent qu'il est le principal agent israélien dans la diplomatie suisse.
dont il se défend. Hein. Non, de moins en moins, enfin, il se défend pas trop, il se défend maintenant un peu plus. Mais je veux dire, il était président quand même de la Société d'amitié parlementaire avec Israël, on connaît toute l'histoire de sa famille, il faudrait quand même l'histoire de son grand-père, qui est quand même venu sous l'Italie mussolinienne au Tessin, je veux dire, il y a des choses qui sont assez mystérieuses, qui expliquent sans doute, mais qu'on ne connaît pas, cette adhésion totale de M. Cassis à la ligne, c'est pas qu'il est pro-israélien, mais il est pro-Netanyahou, Oui. Likoud, cette ligne Pro-israélien, dure. la Suisse est, Oui. Dieu merci, pro-israélien Oui, bien aussi. sûr, hein. bien sûr. Ouais. Non, Mais mais pro-Likoud, oui, c'est ça. c'est ça. qu'on- Et ça, il s'en défend pas vraiment. Quand il est rentré d'Israël en disant que l'UNRWA était partie du problème, donc, voilà, etc., je veux dire, on s'en fait Dirigé plus par de un ça. Suisse. Mais et pour l'OTAN, c'est pareil en fait. Dans le fond, c'est peut-être ligne, hein, parce qu'on dit Oui. ce qui est peut-être pas. Voilà, madame. Donc, effectivement, après, un conseil fédéral, ça on sait, choisit ses collaborateurs. Hein. La Et secrétaire, Cassis a d'ailleurs eu de très brillants diplomates qui ont été mis de côté. complètement. Balzaretti, Ouais, Rossier, enfin, bien sûr. beaucoup. Et la secrétaire d'État aux affaires de sécurité internationale, qui est au DDPS, qui est chez M. Fisser maintenant, c'était chez Mme Viola Amère autrefois, alors elle ne s'en cache pas, elle veut pousser la Suisse dans l'OTAN. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'elle est finno-suisse. Elle est d'origine finlandaise et elle est devenue suisse. Est-ce que c'est une. Vous avez l'impression que c'est une idéologie qui est. C'est voter la Suisse. On verra d'ailleurs la neutralité. On verra ce que la Suisse va voter. Parce que c'est vrai qu'il y a une alliance entre la gauche et la droite, hein, et l'extrême droite. Enfin, l'extrême droite. Les UDC. Ouais. Mais j'espère qu'il y a aussi un comité vert et socialiste pour l'initiative Pour qui l'initiative. est en train de se constituer. Ça devient de plus en plus une initiative populaire, plus de l'extrême droite, etc. D'accord. Parce que l'initiative, quand on la lit, évidemment, elle n'est pas parfaite, elle a été écrite, on voit, par des gens d'extrême droite. Ils veulent une neutralité un peu. Bon, l'UDC n'est pas forcément l'extrême Non, droite. mais enfin, Les nationalistes. c'était pro-suisse, c'était plus à droite que l'UDC. Mais maintenant, c'est la seule initiative qu'on aura devant nous qui permettrait, à mon avis, de freiner définitivement une adhésion de la Suisse à l'OTAN. Parce que si l'initiative est refusée, je vous dis, dans les 5 ans qui suivent, on sera dans l'OTAN. Parce que ceux qui veulent nous emmener dans l'OTAN, ceux qui nous disent « à temps nouveau, Suisse nouvelle », alors moi je leur réponds avec un petit clin d'œil que j'ai entendu ça dans les années 30. On a aussi dit à temps nouveau, Suisse nouvelle, hein, monsieur. Quand vous dites ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais est-ce qu'il n'est pas complotiste? Ah oui, mais complotiste, on me l'a dit souvent. Oui, frère, chez qui vous? Madame, oui. Alors, je ne rebondis pas sur ce que tu viens de dire, mais ayant lu le livre de M. Martin, vous parliez d'Alain Berset. Et quelque part, bien que je ne partage pas sa sensibilité politique, j'ai l'impression, et j'ai appris dans votre bouquin, que lui avait fait le concours, c'est le seul conseiller fédéral qui a fait le concours du DFAE pour devenir diplomate. Et est-ce qu'il n'y a pas eu là une escroquerie monumentale entre Cassis, qui a une formation médicale et qui n'a rien dit sur le Covid, qui a laissé la patate chaude à Berset, et là on a fait un monumental de concours. Bah, on a essayé. Beaucoup de monde ont essayé de convaincre M. Berset de venir aux affaires étrangères, parce qu'il était fait pour ça. Et on disait en plus, comme ça vous pourriez avoir un avenir international, mais il l'a eu sans venir aux affaires étrangères. Après, c'est une question de parti. Le Parti socialiste préfère avoir le parti qu'avec M. Berset plutôt que le DFAE. Peut-être avoir le Parti On social, distribue. c'est toujours les Oui. assurances sociales, etc. On distribue beaucoup moins d'argent au DFAE. Oui, mais je crois que Cassis voulait vraiment les affaires étrangères. Bah, il aurait rien pu prendre d'autre. Ça, on vous laisse. Hein, alors, madame et puis monsieur. Alors moi, je suis étonnée de l'importance que vous donnez à la petite Suisse, là, toute seule, avec sa neutralité, pour laquelle elle a été beaucoup critiquée, parce que, par exemple, ça lui a permis de faire des affaires avec l'Afrique du Sud, quand tout le monde entier boycottait l'Afrique. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Donc, ça n'a pas toujours été très reluisant, la neutralité suisse, et puis tout le monde sait que en fait, on était alliés plus ou moins avec l'OTAN plutôt qu'avec les soviétiques. Enfin, voilà. Et quand vous critiquez l'Union européenne, moi, il me semble qu'elle arrive quand même un peu à résister par rapport à Trump. Et notamment, il y a cette loi, par exemple, sur l'intelligence artificielle, ça embête quand même pas mal tous ces gens dans le numérique. Et puis, avec les taxes aussi, nous, notre Conseil fédéral, on n'a pas vu un très grand courage
On les a plutôt vus s'aplatir devant Trump, alors que l'Union européenne essayait quand même de résister. En tout cas, ils ont mieux résisté que nous. À un moment donné, on a quand même 39% de taxes. Donc moi, je pense que la Suisse, elle a quand même plutôt avantage à s'allier à un groupe plus grand dont on fait partie de par notre géographie. Et puis dernièrement, j'ai vu une émission de temps présent sur des attaques de drones russes. C'est la nouvelle manière de faire la guerre. C'est pas parce qu'on est entouré de gens, de pays de l'OTAN, qu'on va être protégé. Là, les Russes, ils font ce qu'ils veulent en Suisse avec ces drones. Ils ont vu que personne ne réagit. Ils vont regarder les centrales électriques, les barrages. Ça, si ça pète, la Suisse, elle ne fait plus rien si on n'a plus d'électricité. Donc, on est face à une nouvelle manière de faire la guerre. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a des patriotes qui ne fonctionnent pas, on a des F-35, peut-être on aura un tiers de ce qu'on a commandé. Donc moi, vraiment, je ne comprends pas votre madame, position. parce que c'est peut-être un peu simple de dire l'Europe est en déclin et ça va. C'est un Oui, peu... alors, moi je vous répondrai volontiers. Alors, l'Afrique du Sud, j'ai rencontré Mandela, j'ai parlé de ce problème avec lui. Et lui me disait non, heureusement que vos entreprises sont restées, comme ça ils vont créer des jobs pour les jeunes sud-africains dont je suis responsable maintenant. Donc il ne nous a pas voulu pour ça. Il nous a pas voulu. Par rapport à l'Europe, l'Europe n'a pas été, les tarifs, l'Europe n'a pas été mieux traitée que la Suisse. Rappelons Mme von der Leyen sur sur le club de golf de Trump en Écosse. M. Trump l'a convoqué en Écosse, qu'elle a signé les 10 ou 15%. Donc, les États-Unis considèrent l'Europe et traitent l'Europe comme la Suisse. Là, il n'y a pas de différence. Mais l'Europe, c'est pas éternel. L'Europe aujourd'hui, avec ces gens-là, c'est quand même une belle construction. Vous étiez, vous, avec Felberg, qui était un Européen convaincu. Bien sûr, mais je l'étais. Moi, j'étais à l'époque pour l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Lorsque l'Europe était en train de décoller. Mais seulement l'Europe, maintenant, évite de cracher. On voit partout. L'Europe... Regardez maintenant, Orban a disparu, maintenant c'est le Bulgare, c'est le Slovène. Je veux dire, l'Europe, depuis l'introduction de l'euro, n'a plus jamais rien fait qui l'a transformé. C'est intéressant d'avoir ces différences. On ne va pas arriver à une vision commune. Et puis, encore une petite chose pour la sécurité. Alors, si nous adhérons à l'OTAN, nous devenons immédiatement une cible. Et là, Poutine va nous envoyer un missile à la parade des places à Zurich. Je vous assure. Par contre, si on reste en dehors, on reste neutre, et là, la Russie n'a aucune raison de nous envoyer un missile ou des drones. Je pense que cette campagne sur l'initiative UDC, ça va être une campagne Moi, extrêmement je forte. bénis le ciel d'avoir cette initiative sur On a laquelle un on beau pourra parler. système en Suisse, on est d'accord. On a un beau système parce qu'on peut parler de tout ça. Ouais. Monsieur, vous voulez... Oui, j'aimerais savoir une chose. Vous avez dit que vous étiez plutôt contre l'entrée même par la petite porte de la Suisse dans l'OTAN. L'OTAN est un peu moribonde aussi, parce que Trump va probablement, enfin, en tout cas il annonce fréquemment qu'il veut en sortir. S'il passe à la réalité, s'il laisse à exécution cette arrière-pensée, et que l'Europe construit une espèce d'OTAN européen, est-ce que la Suisse adhérerait et est-ce que vous suivriez cette idée, à l'inverse de suivre l'OTAN dans sa construction actuelle? Non. Pourquoi non? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, par rapport à la guerre en Ukraine, les bellicistes, les battants de guerre, ce n'est pas les États-Unis, c'est les Européens. Parce que l'Union européenne a trouvé la guerre en Ukraine comme le seul facteur fédérateur de l'Union européenne. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la volonté d'aider l'Ukraine jusqu'au dernier soldat ukrainien. Et ils dépensent des milliards de la poche des contribuables français, allemands et autres européens pour faire une guerre qui n'a plus de sens. D'ailleurs, moi je suis tout à fait d'accord. Les grandes victimes de cette guerre sont les Ukrainiens. C'est le million d'Ukrainiens qui est mort de manière incroyable. Mais c'est une agression quand même, vous êtes d'accord? On ne peut pas accepter une agression. Mais je ne suis pas pour les agressions, évidemment. Mais je suis aussi pour des mesures qui évitent les agressions. Vous pensez que les accords de Minsk n'ont... Complètement. Mais oui, différentes mais les mesures. accords de Minsk, M. Hollande et Mme Merkel ont dit que c'était juste un leurre pour permettre à l'armée ukrainienne de se... Et d'ailleurs, c'est prouvé aujourd'hui que l'armée ukrainienne se préparait à attaquer la Crimée, à attaquer le Donbass. Mais ça, c'est tout à fait évident. Peut-être que le tournant, c'était 2008, quand Poutine avait demandé d'entrer dans l'OTAN. Oui. Et ça, c'est, par exemple, Kissinger
si on veut la paix en Europe, il ne faut pas toucher à l'Ukraine. Brzezinski l'a dit aussi. Brzezinski le disait aussi. Si on veut la paix en Europe, on ne touche pas à l'Ukraine. Si on veut la guerre avec la Russie, il faut prendre l'Ukraine. Il faut pousser l'Ukraine vers soi, parce que l'Ukraine, on sait le rôle qu'elle joue dans l'histoire russe. Il y avait des mains qui, on va bientôt conclure, mais il y avait 2-3 mains qui sont, je ne veux pas vous priver, parce que c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un d'aussi carré en riche. Monsieur, et puis qui veut encore s'exprimer? Ah, il y en a beaucoup, alors c'est bien. On va, soyez pas trop long dans vos interventions, comme ça on va pouvoir J'en reviens à l'Union européenne. Vous laissez un peu entendre qu'elle est faible, mais on oublie que c'est une union économique avant tout. Qu'elle a du succès là, comme il y a 40 ans, l'Allemagne, ou il y a même 30 ans, l'Allemagne était l'économie dans le monde qui était la plus florissante, mais qui n'avait aucun poids politique. On a un peu, je dirais, on a un petit peu ce même... Oui, mais c'est devenu l'union politique maintenant. Et puis si elle vaut sur la planète, c'est parce qu'elle est devenue une union politique, précisément. C'était la CE, c'était le charbon, l'acier, oui, au départ. Mais ensuite, l'Union européenne avait une ambition politique. Elle l'a joué longuement. Mais depuis qu'elle ne joue plus ce rôle-là, c'est un trou noir. C'est pour ça. L'Union européenne est trop importante pour, comme a dit Pellegrini, pour être une sorte de grande Helvétie sur la planète. De s'occuper que d'elle-même. C'est ça le Et vous problème. êtes quand même d'accord qu'on a intérêt aujourd'hui à ne pas se mettre la Suisse à dos. Que par exemple, la Suisse a 12 millions, on n'a peut-être pas intérêt à dire oui, parce qu'on va plomber les bilatérales. 10, pardon. On va plomber les bilatérales. Enfin, c'est un jeu dangereux. Non, moi, je suis absolument pour tous les accords économiques possibles. Okay. Ça, c'est sûr. D'accord, mais pas tout. Monsieur? Oui, j'avais une question. Tout d'abord, félicitations pour votre brillant exposé. J'avais une question par rapport à l'Asie, dont on n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que vous pensez que les jours de Taïwan en tant qu'État indépendant sont comptés? Et de manière plus générale, est-ce que vous pensez que par rapport aux événements qui sont produits récemment au Venezuela ou Iran, est-ce que vous attendez une forme d'effet domino dans d'autres régions du monde, et notamment l'Asie? Alors, pour les États-Unis, on sait que c'est la doctrine Monroe, c'est la Monroe, hein, c'est la doctrine Monroe à la Trump, et que pour lui, tout l'hémisphère américain appartient aux États-Unis. Hein. Les États-Unis ont l'ambition d'exercer leur hégémonie sur l'ensemble du continent. Donc, Cuba, si la Colombie ne lui plaît pas, il pourra faire la même chose, etc. Pour l'Asie, ben oui, on connaît mais je pense que ce qui différencie profondément la Chine des États-Unis de Trump, c'est que la Chine est quand même raisonnable. La Chine est raisonnable. On sait quelles sont ses revendications sur Taïwan, mais si vous voulez le fond de ma pensée, moi je ne pense pas que la Chine essaiera de reconquérir Taïwan militairement. Ça, c'est ma conviction profonde. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais je pense que les folies trumpiennes sont beaucoup plus, par rapport au Groenland, par rapport à tous les pays de l'Amérique latine, sont beaucoup plus dangereuses pour la paix sur la planète. Pour l'instant, la Chine joue presque un rôle d'équilibre. Attendez, quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé, puis on va prendre encore deux personnes. Madame et monsieur, vous êtes déjà fait, mais allez-y aussi, allez-y monsieur. Vous posez votre question. D'accord, on a parlé d'autant et du choix de la Suisse des avions F-35, comme Madame l'a évoqué. Comment vous pouvez le justifier alors que ce n'était pas le meilleur avion qui était en 10? Alors ça, on va en parler. Je prends les deux questions. Et puis pour vous, Madame, vous voulez reposer une question? Oui. Devant. Oui. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Je vous remercie, pardon. Alors oui, Madame, bien sûr. En fait, moi, je voulais revenir au début de la conférence en fait, sur la presse et sur l'autocensure de parole. Parce que moi, je suis née à Moscou, les dernières années de l'Union soviétique. Je ne sais pas combien parmi vous sont... Est-ce qu'il y a d'autres ressortissants russes? Non. Puis mon alma mater, c'est l'Université de Genève. Et en fait, je voulais vous féliciter, vous, pour donner la parole à M. Martin, parce qu'en fait, je pense que c'est le monde académique qui doit donner cette parole, et peut-être que ça va être le début de plus grande ouverture et de moins de censure. Vous sentez une censure? Ah, complètement. Ah, on est dans l'Union soviétique. Quand même. Quand l'idéologie prend le dessus de l'économie et de la raison. Et en Russie aujourd'hui, il y a aussi l'idéologie. Oui, bien sûr. Ok. Et vous pensez qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres journalistes, il y a des journalistes, vous le sentez,
aussi, ça, cette autocensure dans la presse. Pas vraiment, moi, je ne suis pas tellement d'accord, je ne vois pas en quoi il y a une véritable autocensure. C'est vrai qu'il y a une pensée dominante, on va dire, dans la presse. En tout cas, je pense qu'à la RTS où j'ai travaillé, c'est sûr qu'il y a une certaine pensée dominante. Une autocensure. Moi, j'étais par Je exemple, sais que- je partage quand même un petit peu sur. J'étais très surprise parce que quand le conflit a éclaté, moi j'avais été à Kiev et j'étais présidente de la Fondation Hirondelle, donc je connaissais un petit peu parce qu'on avait un projet là-bas, un peu. Donc j'ai commencé à lire et puis je suis tombée absolument tout de suite sur un article du Courrier international, donc 22 février 2022, du conflit éclate. Je suis tombée sur un article du Courrier international qui datait de octobre 2021, vous pouvez regarder, hein, et qui, Pandora Paper, numéro 1, Zelensky. Appartement en Crimée, appartement à Londres, corruption, Floride, etc. Tout d'un coup, j'ai vu ce. Je me dis, oui, mais voilà, c'était carrément. Il y avait même un titre, Churchill contre Hitler, à un moment donné. Il y avait même un titre, je ne sais plus où je l'ai vu, j'avais vu, dans une presse respectable. Voilà, ça m'a un peu interpellée. Qu'il n'y avait pas cette. Parce que c'est vrai qu'on ne connaissait pas très peu. Peu de gens connaissaient l'Ukraine, hein, franchement. Hein. Donc, et c'est vrai que. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas compris d'où ça vient. Je pense qu'on peut expliquer de manière multiple. Je pense qu'il y a toujours eu la Russie, avant l'Union soviétique bien entendu, puis après, ça a toujours joué un peu le rôle de loup-garou dans l'inconscient de l'Européen occidental. Poutine n'est pas un être sympathique, on est d'accord. Non, mais c'est ça. Mais avec les tsars étaient alliés des Français contre l'Allemagne, hein, par exemple, lors de la Première Guerre mondiale. Donc ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, on est retombé dans cet archétype du loup-garou de l'Orient qui veut nous manger, qui veut, etc. Et je pense que... Voilà. Il y avait l'ambassadeur aussi qui était à la radio, qui était à Moscou, et qui disait non, jamais Poutine Il s'est trompé, mais enfin, moi oui, aussi mais je me bon, suis trompé. Moi aussi je me suis trompé. Personne ne pensait qu'il allait le faire. Ce qui est faire. intéressant, c'est que mon ami et ex-collègue Guy Brossier, quand il était secrétaire d'État, il était russophobe. Ouais. Je me rappelle juste un exemple, vous connaissez Guy Métan. Ouais. Alors Guy Métan était venu le rencontrer pour lui offrir son livre, Milan, entre, etc. Il l'a mis à la porte, pratiquement. Mais littéralement, en disant, mais vous êtes idiots, vous êtes stupides, les Russes, c'est horrible, machin. Il était ambassadeur à Moscou, il est revenu complètement retourné comme une crêpe. Comme une crêpe. C'était bien d'ailleurs, peut-être trop. Et probablement qu'on a des visions très simpliste. Mais oui, ça, je pense. Mais quand on est sur place, quand on est diplomate dans un pays, automatiquement, on devient un peu l'ambassadeur du pays dans lequel on travaille. On aime, on a... Oui, et puis on connaît les gens, on connaît d'autres. Voilà. Mais je pense que les choses sont en train de changer, même dans le monde académique. Moi, j'avais parlé à un journaliste de la RTS qui m'a dit qu'il avait été mis dehors parce qu'il avait émis le souhait d'aller dans le Donbass côté russe faire l'émission. C'est possible, mais non, c'est possible. C'est possible. Mais il ne faut pas rentrer par l'Ukraine, il faut rentrer par. Mais alors, on l'a mis dehors parce qu'on a dit, mais non, on a Mme Maureen Mercier qui couvre. Mme Maureen Mercier, c'est le syndrome de Stockholm. Elle couvre l'Ukraine ukrainienne, je veux dire. Oui, mais parce qu'elle ne peut pas aller de l'autre côté. Non, mais elle ne veut pas non plus, d'ailleurs. Elle veut y aller, bon. Non, mais elle ne veut pas. Non, elle ne peut pas y aller. Non, mais je veux dire, si on veut une information objective, il faut Mme Maureen Mercier, il faudrait une Mme Maureen Mercier de l'autre côté. Mais oui, mais on ne peut pas. On peut, si on peut. Il y a eu des journalistes français qui sont allés. Vous êtes d'accord avec alors, juste pendant les F-35. Comme quoi, attendez, William 35 rapidement, puis après on va à la vérité. D'accord, madame? Voilà. Parce que sinon on va plus terminer. Mais en tout cas, ça prouve que la géopolitique, surtout dans la période actuelle, c'est intéressant. Dernière, alors, le F-35, l'achat de l'avion de chasse en Suisse a toujours été des moments de crime national. Ça a commencé avec les Chaudet et les Mirages, et à chaque fois qu'on achète un nouvel avion, c'est la catastrophe. Le Gripen, etc., etc. Et moi, je suis prêt à parier qu'il n'y aura aucun F-35 qui va atterrir en Suisse. Bon, Georges, Martin, madame, je voudrais te poser, ça oui, à l'apéro, d'accord, madame, vous posez la question. Merci beaucoup pour votre présentation.